À présent, j'appelle sur scène Karim Zegui, System Engineer North Africa chez F5, adopter une approche de sécurité applicative avancée. Donc merci messieurs, bonjour, mesdames, messieurs les organisateurs. Donc je m'appelle Karim Zgioui, donc je travaille en tant qu'avant-vente chez F5. Avec mon collègue Brahim, on couvre l'Afrique du Nord, donc à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'un sujet qui reste très en vogue, la cybersécurité, mais qui reste assez méconnaissable de par la complexité d'un certain nombre de critères. Permettez-moi d'abord de vous présenter un peu l'évolution d'un certain nombre de critères. Donc, dans les années 1800, les entreprises avaient se basaient sur un certain nombre de capitaux dits physiques, dans le sens où une entreprise se mesurait de par le nombre de machines dont elle disposait, le nombre de machines qu'elle arrivait à créer. Après, on a vite passé à ce qu'on appelle un capital humain, où là, les entreprises se mesuraient au nombre de personnes dont elles disposaient, les ressources, la matière grise avec laquelle elles pouvaient avoir un certain nombre d'évolutions en termes de recherche. Et aujourd'hui, on parle d'un capital applicatif. Pourquoi? Parce que quand on voit des structures telles que Facebook, Netflix, le récent achat de WhatsApp par Facebook à travers un certain nombre de milliers de dollars, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises se tournent vers cet aspect de digitalisation et où l'application devient un point très névralgique de la visibilité d'un certain nombre d'entreprises. Pardon. Je vais vous exposer en fait les applications, comment elles ont évolué au cours du temps, dans le sens où au début, une application résidait pour afficher un certain nombre de contenus. Donc les clients se connectaient sur des pages HTML pour afficher un contenu. Après, on est passé sur des applications qui sont publiées sur Internet avec des langages de programmation plus complexes et plus complexifiés. Dans les années 2005, on a également basculé vers des langages de programmation plus dynamiques, dans le sens où le contenu a également changé à travers l'affichage d'un certain nombre de vidéos, à travers le Flash par exemple, et des langages de programmation dynamiques tels que Ajax, et l'introduction d'un certain nombre de choses, notamment la partie SAML pour la partie authentification. En 2010, on a vite basculé sur l'hypervision, donc un nouveau système qui permet de virtualiser un certain nombre de machines, essayer de consolider un certain nombre de serveurs. On a vu également l'introduction de tout ce qui est appel vidéo, pardon, je reviens en arrière, à travers notamment l'HTML5, donc l'affichage d'un certain nombre de pages dynamiques, pardon. Et récemment, on parle de containers, microservices, microsegmentation, dans le sens où aujourd'hui, les entreprises, au lieu de se baser sur des architectures dites en 3 tiers, avec un serveur frontal, un serveur web et un serveur applicatif et un serveur de base de données, on parle de microservices et de containers, dans le sens où un container pourra contenir plusieurs microservices et libre à nous de déployer autant de containers que l'on souhaite. 3 choses que je tiens à préciser par rapport à ce slide-là, c'est l'évolution a permis de complexifier les choses, dans le sens où vous voyez, plusieurs langages de programmation rendent les choses beaucoup plus difficiles à sécuriser. Le nombre d'utilisateurs n'a pas cessé d'accroître tout au long des années. Vous voyez, on a démarré à 40 millions. Là, on mesure en billions le nombre d'utilisateurs. Et troisième chose, c'est le nombre d'applicatifs. Vous voyez que le nombre a également connu une croissance assez considérable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les applications sont la raison d'être d'un certain nombre d'entreprises. Sur votre smartphone, généralement, en moyenne, vous devez avoir 60 applications. Et ces 60 applications, quand vous allez accéder sur cette application-là, vous devez avoir le service derrière. En tant que client, et moi, si je suis client d'une banque, par exemple, si je me connecte sur ma plateforme pour voir éventuellement ma consommation ou mon crédit, mon niveau de solde, pardon, je serais peut-être mécontent d'avoir une application qui ne marche pas ou qui n'est pas assez rapide pour fournir un certain nombre de choses. Et donc, les applications sont en fait les targets pour un certain nombre de critères. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle
on inclut un certain nombre d'informations sur ces applications-là. Et les applications sont la ressource à travers laquelle on arrivera à accéder à un certain nombre de données. On n'a pas cessé de le dire, la donnée est devenue la nouvelle monnaie au niveau pour les hackers. Et la data a de la valeur, dans le sens où aujourd'hui, par exemple, sur leur darknet, si on veut acheter des profils ou des identifiants qui vont nous permettre d'accéder à un certain nombre de services, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter des identifiants que d'acheter des numéros de carte de crédit. Juste pour vous montrer la nécessité en fait, de sécuriser les données. Je tiens également à préciser un rapport qu'on dresse chez nous qui s'appelle Application Protection Report et qui liste en fait l'ensemble des vulnérabilités qui s'articulent autour du monde de l'application. Et donc on voit bien que 86% des attaques concernent la partie applicative. Le rapport présente également deux indicateurs qui sont assez intéressants dans le sens où vous voyez que 0% des clients qui ont rempli ce formulaire-là n'ont aucune visibilité sur la nature des applications qui existent au niveau de leur data center. Hier, j'ai posé la question au moment où j'ai déroulé le workshop sur la partie Advanced WAF et une cliente m'a dit avec précision le nombre d'applications et j'étais très étonné. Et donc, le fait d'avoir un inventaire des applications et également une visibilité adéquate sur ce que véhiculent ces applications reste une chose primordiale pour les utilisateurs. Alors, chez F5, en fait, on a décidé de dresser un peu un modèle dit d'attaque. On a essayé de reprendre le modèle OSI avec un certain nombre de critères. Et donc, vous voyez que sur chaque brique ou sur chaque layer, on a un certain nombre d'attaques qui concernent un certain nombre de critères. Donc, si on commence par la partie réseau, je ne sais pas si vous avez à voir avec l'échelle, ça peut gêner, mais sur la partie réseau, on distingue des attaques type DDoS. Pourquoi? Parce que le réseau va être le premier moyen qu'un utilisateur utilisera pour accéder à un certain nombre d'applications. Donc, il se connectera sur un réseau IP pour accéder à un réseau pour atteindre une telle application. Un deuxième vecteur, c'est la partie DNS. Amine, avant moi ce matin, il a bien exposé la possibilité qu'un hacker arrive à changer ou à réaiguiller la demande qu'un utilisateur initiera pour accéder à un service. Et généralement, les hackers sont assez intelligents pour, si vous voulez, reprendre la même charte graphique que les utilisateurs, que le site web d'une banque ou d'une assurance, par exemple, d'un client, pour pouvoir induire en erreur les utilisateurs et de telle sorte récupérer un certain nombre d'identifiants. On a également la possibilité, grâce à ce qu'a expliqué Alexis précédemment, des attaques qui concernent la partie accès. Pourquoi? Parce que généralement, les hackers sont à la recherche d'identifiants qui vont leur permettre d'accéder à un certain nombre de services. Et donc, ces identifiants-là sont une denrée très importante pour les hackers qui sont à la recherche d'un certain nombre d'informations. Dernière des choses et non des moindres, c'est la partie applicative. Pourquoi? Parce que on a bien expliqué ce matin qu'il fallait des firewalls pour sécuriser les réseaux, mais on a besoin d'un firewall applicatif pour sécuriser les applications. Pourquoi? Parce qu'un firewall n'aura pas la même visibilité que ce que pourra fournir un firewall applicatif. Et donc un firewall applicatif va être mis en place pour sécuriser un certain nombre de choses, et notamment pallier à des attaques telles les injections SQL, les command injection et le DDoS applicatif également. Dernière chose, avant de passer au slide suivant, c'est la partie client. Pourquoi? Parce que sur vos clients, vous n'avez aucune maîtrise sur ce qu'ils font sur leur machine. Et donc, vos clients peuvent véhiculer des choses assez risquées pour accéder à un certain nombre d'applications. Donc, les clients, ils peuvent très bien avoir des malwares qui tournent sur leur machine et qui permettent à un hacker, par exemple, d'avoir un certain nombre d'accès et un certain nombre d'identifiants. Alors, toujours à ce rapport, on a pu déduire que la majorité des brèches concernent principalement la partie applicative et également la partie relative à la gestion d'identité. Et donc, grâce toujours à ce rapport, on a pu déterminer que le premier vecteur d'attaque, c'est SSH. Pourquoi? Parce que les hackers seront à la recherche d'un accès qui va leur permettre d'avoir la main sur un certain nombre de données, machines, et peut-être faire ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges pour atteindre un certain nombre de données. Deuxième vecteur, comme vous le voyez sur la présentation, c'est la partie HTTP, et c'est là où je veux insister sur l'importance de déployer un firewall applicatif. Pardon.
Alors, si vous n'avez aucune connaissance des capacités que vous drivez avec votre business, vous n'aurez aucun moyen de sécuriser ces applications. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est les applications qui portent des données, et c'est des données qui sont assez critiques pour une entreprise. Alors, pour sécuriser un certain nombre de critères, on a dressé en fait chez nous un certain nombre de solutions qui vont vous permettre de sécuriser vos accès. Première des choses, c'est mettre en place des solutions qui vont intercepter les attaques DDoS. Pourquoi? Parce que c'est le réseau, premier vecteur, qu'un hacker utilisera pour accéder à une application, et donc des solutions type DDoS, applicatifs et réseau pourront nuire à vos solutions et à rendre ces applications indisponibles. Deuxième vecteur, on parle de visibilité TLS, mais on ne se limite pas uniquement à l'aspect visibilité, on parle maintenant d'orchestration. Donc au lieu de décrypter, vérifier ce que contient un trafic crypté et recrypté pour l'envoyer sur Internet ou l'envoyer en interne, on parle d'orchestration, dans le sens où, avec ce trafic-là, on pourra aiguiller ce trafic sur une solution Next Generation Firewall, sur un IPS, sur un IDS. Pourquoi? Parce que très simplement, quand vous activez le décryptage SSL au niveau d'un certain nombre d'équipements, les performances chutent généralement entre 70 et 80%. Pourquoi? Parce que le fait de déchiffrer et rechiffrer est très consommateur en ressources. Et l'idée, c'est qu'on va avoir une solution qui va faire ça de manière centralisée et aiguiller, d'où le mot orchestration, le flux vers différentes solutions pour bénéficier de l'intelligence que pourra apporter chaque solution. Troisième vecteur, et non les moindres, c'est la partie DNS. Donc le DNS, il est très important pour vous, pour que vous soyez visible sur Internet, mais également il est nécessaire en interne pour que vos utilisateurs accèdent à Internet. Et donc c'est un flux qui est généralement toujours ouvert au niveau des firewalls. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, le port 53 est généralement disponible soit en entrée ou en sortie pour que les gens soit naviguent sur Internet ou que les gens nous retrouvent sur Internet. Et donc le DNS peut constituer aussi un vecteur d'attaque très important. Pourquoi? Parce que on rentre dans une phase de résolution, et si moi, par exemple, je demande quel est le site www.bank.com, au lieu de recevoir la réponse 11111, je vais recevoir la réponse 22222, et le DNS n'a pas d'intelligence pour vérifier que la réponse émane réellement de ce serveur-là. Et donc, moi, en tant qu'utilisateur, je vais être automatiquement réaiguillé vers le serveur malicieux, sans pour autant vérifier que contient ou que ce site-là n'est pas réellement celui de ma banque ou de mon application. Un quatrième vecteur, et je rejoins ce que disait Alexis tout à l'heure, dans le sens où on a besoin de gérer les accès, que ce soit internes ou externes, mais on a également besoin de ne pas uniquement se baser sur des noms d'utilisateurs, mais se baser sur un contexte. Donc vérifier par exemple à partir d'où se connectent ces utilisateurs pour accéder à ces réseaux, à partir de quel device. Est-ce que c'est des devices qui sont corporate? Est-ce que c'est des machines qu'on a autorisées? Est-ce que c'est des Mac? Est-ce que c'est des Linux? Est-ce que c'est une IP qui vient de la Chine, de l'Ukraine, ainsi de suite. Et dernière chose, et non des moindres, c'est la partie protection. Où là, on a besoin, comme je vous ai dit, d'un firewall applicatif qui va permettre de sécuriser ces accès-là, mais on parle également d'API. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tous, et vous êtes tous concernés par cette phase de digitalisation, où là, vous devez vous exposer et mettre des choses au grand public. Et donc, les échanges à travers, par exemple, les mobiles, ou à travers un certain nombre de partenaires, ils se font à travers des API. Comment on va pouvoir protéger ce genre de choses? Comment on va pouvoir authentifier ces API pour vérifier que les utilisateurs qui veulent accéder à un certain nombre de services sont autorisés à le faire? Et donc, je vais m'attarder sur le dernier point, qui est la partie relative à la gestion des attaques web. J'ai essayé de recenser en fait le dernier rapport de Verizon qui s'intéresse aux brèches liées aux données. Et vous voyez que la partie Web Application est nettement plus importante par rapport aux autres vecteurs d'attaque. Et c'est la nécessité de sécuriser ces applications-là, parce que, comme je vous ai dit, c'est votre fenêtre sur Internet. Également, sur la partie détection, on voit que les injections sont les premières, quand je parle principalement de la partie SQL et de PHP, en fait, c'est les premiers vecteurs qu'un hacker pourra utiliser pour accéder à un certain nombre de services. Et donc, on voit bien que les attaques de type injection sont les plus intéressantes et ceux qui détiennent le plus de nombre de pourcentage. Donc,
Your safety is at risk. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous allez déployer un certain nombre de solutions, vous devez d'abord vous prémunir d'un certain nombre de vecteurs qui vont permettre de vous protéger. Et donc d'abord, ce que vous devez faire, c'est d'apprendre quel est votre environnement. Donc il faut apprendre vos applications. Pourquoi? Parce que généralement, il faut prévenir des downtime. Donc en tant que CISO, votre première mission, c'est d'assurer une disponibilité accrue des différentes applications qui vous concernent. Mais également, vous devez avoir une visibilité qui accède à ces applications. Comment on accède? Hier, on a évoqué le cas de la partie mobile. Est-ce qu'on accède à partir des mobiles safe, dit non jailbreakés, non routés? Est-ce qu'on accède depuis des émulateurs? Est-ce qu'on exécute des curls, ainsi de suite? Et donc, il faut améliorer cette visibilité-là pour pouvoir apprendre votre environnement et le sécuriser. Deuxième challenge, c'est il est nécessaire de réduire votre surface d'attaque. Pourquoi? Parce que quand on a vu ce matin et hier, M. Zakaria l'a bien évoqué, des ports RDP qui sont ouverts sur Internet, il faut sécuriser ce genre de choses. Ne fournissez les accès vers Internet qu'aux applications qui le nécessitent, sans pour autant fournir des accès inutiles. On a vu le SSH, c'est le premier vecteur d'attaque, il y a des ports RDP qui circulent sur Internet, et donc il faut réduire cette surface-là de par l'exposition à un certain nombre de vulnérabilités. Dernière chose, c'est qu'il faut prioriser ses défenses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas allouer de budget pour chaque projet, où généralement les équipes IT peinent à déduire des budgets de la part des organismes, mais il faut avoir également une visibilité sur comment on va prioriser nos besoins. Commencer d'abord par sécuriser la partie relative aux attaques web, mais également à la partie identity. Pourquoi? Parce qu'on a vu précédemment que c'est les deux vecteurs les plus intéressants et les plus importants en termes de sécurisation. Et après, libre à vous de définir quels sont les chantiers que vous voulez sécuriser. Et le plus intéressant, et j'ai tenu à le préciser, c'est qu'il faut faire un focus sur les changements et non sur les résultats. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de récupérer cette petite citation. Si vous focussez sur les résultats, vous n'allez jamais changer. Et si vous vous focussez sur les changements, là, différentes choses peuvent s'opérer. Dernière chose, et avant de vous quitter, donc c'est une question que j'ai reprise du questionnaire qu'on fournit généralement à nos clients dans la zone EMEA et qui liste quelle est quel est le worst thing, donc la mauvaise chose que vous pouvez, en déployant une application, qu'est-ce que vous n'aurez pas à déployer? Est-ce que vous n'aurez pas à déployer de la disponibilité, donc peut-être mettre des load balancers ou ce qu'on appelle du global server load balancing pour aiguiller les utilisateurs sur le data center actif en fonction d'un certain nombre de disponibilités? Est-ce que vous allez déployer une application sans sécurité, dans le sens où on mettra un firewall réseau ou un firewall applicatif? Est-ce qu'on va déployer une solution sans pour autant mettre en place des solutions de gestion d'accès, type SSL ou type Identity? Est-ce qu'on va déployer une solution ou une application sans performance, sans mettre en place des mécanismes de caching, de compression, d'agrégation ou de mobilité? Et la réponse, selon vous, 60% donc des utilisateurs qui ont répondu à ce rapport-là ont estimé que la sécurité devient très importante. Pourquoi? Parce que quand on voit les chiffres, donc vous voyez que la sécurité, l'adoption des solutions de sécurité ne cesse d'accroître. Donc on passe par la partie DDoS de 53 à 67%, la partie fraude, la partie WAF, mais également on a un certain nombre d'orientations. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des clients qui ont déjà déployé un certain nombre de solutions, mais qui veulent également accroître leur niveau de visibilité. Et là, on parle de solutions qui s'intéressent à la partie bot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 40% du trafic sur Internet, c'est du trafic robotisé. Alors, on peut distinguer deux types de bots. On appelle, j'ai tendance à dire que c'est des botnets méchants et des botnets gentils. Alors les botnets gentils, ça va être des sites comme Google qui permettent d'indexer vos pages de telle sorte à ce qu'un utilisateur effectue une recherche. Les résultats ils peuvent être affichés. Et un botnet méchant, c'est un botnet sur lequel un hacker pourra exercer un certain nombre de manipulations pour exécuter des attaques type Mireille, des attaques DDoS, ainsi de suite.
La partie API, comme je vous ai dit, ça c'est des sujets qui sont très en vogue. Pourquoi? Parce qu'on a changé de mécanisme. Aujourd'hui, on se tourne sur la partie digitalisation, donc on parle d'applications mobiles, de sécurisation d'API et ainsi de suite. La partie SSL orchestration, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, on ne va pas uniquement se limiter à de la visibilité sur la partie SSL, mais on va également faire en sorte de décrypter et récrypter le trafic sur une seule solution et aiguiller le trafic en clair sur un certain nombre de choses pour éviter de refaire le cryptage et le chiffrement, le déchiffrement pardon, sur plusieurs solutions. Dernière chose, c'est la partie Zero Trust Access, où là, en fait, quand on fournit un accès, ben on sera dans l'obligation de maintenir une politique qui va nous permettre de redéfinir à chaque fois la politique que présentera un utilisateur. Si je veux me connecter sur une plateforme en SSL VPN, par exemple, ben, en fait, il y a des mécanismes qui permettent de faire ce qu'on appelle des health checks pour vérifier l'authenticité de la machine. Est-ce que cette machine dispose d'un antivirus? Est-ce que cette machine dispose des dernières bases de signature en termes antiviral et anti-malware? Mais ce test-là ne se fait qu'une seule fois à la connexion. Avec la partie Zero Trust, on aura la possibilité de redéfinir ces différents mécanismes à chaque reprise. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que ça a été intéressant. Je vous remercie pour le temps accordé. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur le stand. Marhaba. Merci.